Maxwell, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, hein, ça va bien. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. De notre côté, je pense que tout le monde va bien. Mike Laviole aux commandes de cet épisode numéro 13 de Dino Talk. Alors moi, je suis très content de vous retrouver. Ces derniers jours, avec un peu les reprises des conférences de presse, ça m'a un peu reboosté le moral. Donc, on ne sait pas trop si ça va redémarrer avec tout ce qui se passe en Floride en ce moment. Justement, on va en parler. Pour en parler avec moi, Max de Raptors Belgique, qui est de retour. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, Max. Comment ça va? Ça va bien, tout va bien, Mike, merci. Très bien. Avec nous également, quelqu'un qui est de retour. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu non plus. Nathan de Raptors France. Salut Nathan. Salut Mike, salut à tous. Et avec moi également deux maintenant habitués. On les voit presque tout le temps. Patrick Bizindavid de Radio-Canada. Salut Patrick. Salut Mike, salut. Et Alex. Comment tu vas, Alex? Salut, ça va. Parfait. Alors, je vous donne un peu le sommaire du jour. Je disais, on va en parler de cette reprise en premier quart-temps, car on reprend un petit format habituel. Aujourd'hui, c'est la reprise, on fait les choses correctement. En premier quart-temps, on va parler justement de cette reprise en Floride avec tout ce qui se passe, avec la MLS qui, pareil, on ne sait pas trop si ça va reprendre. Est-ce que la NBA va vraiment reprendre ou pas? On va en discuter. On voit des équipes qui ont fermé leur centre d'entraînement. Est-ce que c'est plus préventif? Est-ce qu'il faut craindre beaucoup de cas et que ça ne redémarre pas? On va en parler tous ensemble. En deuxième quart-temps, on va partir du principe que ça va redémarrer, sinon il n'y aura pas trop d'émissions. Donc on va un peu parler du calendrier des Raptors qui est tombé avec les 3 matchs amicaux plus les 8 matchs de seeding, comme ils disent, de classement, pour savoir si les Raptors vont rester second de la conférence Est. En troisième quart-temps, on parlera un peu d'un sujet qui est sorti chez plusieurs de nos confrères au sujet des problèmes sur l'attaque placée des Raptors, qui sont pas parmi les meilleures équipes. Donc on va un peu voir ce qu'en pense chacun. Est-ce que sans une bonne attaque sur demi-terrain, les Raptors peuvent-ils être un concurrent sérieux pour le titre et défendre leur titre? Et en quatrième partie, on va pas travailler. On va laisser la place à l'audio et je vous diffuserai ou rediffuserai pour ceux qui les ont déjà écoutés les interviews qui ont été faites de Serge Ibaka et Pascal Siakam ces derniers jours. Plus aujourd'hui, ce lundi, Chris Boucher qui est passé avec les médias ce lundi après-midi. Donc voilà, allez, on démarre pour le premier quart-temps. C'est parti. Alors, pour démarrer ce premier quart-temps, je vais vous demander tout simplement votre avis. Pour vous, dans les circonstances actuelles, est-ce que vous pensez que la NBA va reprendre? Il y a beaucoup de cas en Floride. Il y a des joueurs qui, pour l'instant, ont contracté le Covid, mais on pense qu'ils seront disponibles pour la reprise, mais ça reste encore flou. Jokic, je crois qu'on lui a un peu porté la poisse lors de la dernière émission en parlant de Djokovic, et au final, il a été dans une soirée avec Djokovic et il a contracté le Covid. Il est encore en Serbie. Plus certains joueurs qui ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas. Donc, donnez-moi un peu votre avis. Qui veut commencer? Max? Allez Max, c'est parti. Moi, je pense que ça va reprendre. Je suis pas certain à 100% quand même, mais moi, j'ai pas envie personnellement que ça reprenne parce que les Raptors comptent sur leur salle, comptent sur leur public, comptent sur une dynamique, sur une traversée de frontières, sur plein de choses pour être champion, pour jouer, aller le plus loin possible surtout. Et toutes ces choses-là, on les a plus. Donc on part vraiment dans l'expectative, dans l'inconnu. On sait pas après autant de mois ce qui est devenu le niveau de nos Raptors et des autres équipes, comment certains vont gérer leur perte de poids, leur physique. Et surtout le maniement du ballon. Donc voilà, on va voir. On part vraiment dans une grosse inconnue. Moi, je suis quand même en manque de basket, donc ça me ferait plaisir d'en revoir. Est-ce que j'ai vraiment envie que ça reprenne comme ça, comme c'est annoncé? J'en sais rien. Donc, allez, on va reprendre, on va suivre le truc à fond et que le meilleur gagne. Mais si on est champion, tant mieux. Si on ne l'est pas, ce sera pour moi pas un bon champion. Ce sera un champion un peu spécial. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un grand phase d'inconnu en termes de la Ligue en général. Mais
À mon avis, c'est à 90% sûr que la saison va reprendre vu le nombre de réunions qu'ils ont fait pour se préparer, puis le fait que l'union des joueurs et la NBA sont entendus sur les différentes procédures, vu le nombre de tests qui sont en train de se faire. Mais comme a dit Adam Silver, il y a toujours des risques, c'est vrai, mais la NBA a pris le leadership par rapport à la pandémie depuis très longtemps. S'ils voient qu'il y a de fortes chances que la saison reprenne, ils vont le faire. Mais comme a dit Max, côté Raptors, je dirais que il y a quand même certains avantages que l'équipe a par rapport aux autres. Le fait déjà qu'ils soient à Orlando déjà avant tout le monde, donc je me dis que ça va jouer quand même à l'avantage de l'équipe, que l'équipe est déjà acclimatée de la région, du confinement. Et puis, il faut aussi dire que depuis l'année passée, même depuis longtemps, l'un des grands aspects de l'équipe, c'est la chimie entre les joueurs, sont des amis, s'entendent très bien. Et donc ça se transmet aussi sur le terrain. Mais aussi le fait qu'il y avait des blessés, comme on l'a dit à l'épisode précédent, il y avait beaucoup de blessures, ils ont eu le temps de guérir et tout ça. Donc, je pense que on croise les doigts, mais je pense qu'il y a un léger avantage des Raptors par rapport à d'autres équipes. Des points très intéressants avancés par Max et Patrick. C'est vrai que les Raptors ont la chance d'être une équipe, comme disait Patrick, qui s'entend très bien, et je pense que ça fait partie des équipes qui aura le moins de mal à se remettre en route, de retrouver un jeu collectif, parce que ça a toujours été l'identité de l'équipe. Après, voilà, la NBA, comme on le disait, a mis beaucoup d'argent, a tout mis en place pour que la saison reprenne, donc je vois pas pourquoi ça se ferait pas, sauf si les superstars de la ligue se disaient que non, ils y allaient pas. Là, peut-être que les dirigeants repenseraient leur plan. Après, comme on le sait, la Floride, c'est actuellement l'État le plus touché par le coronavirus, avec tous les jours le nombre de cas qui augmente, et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Alors même si la bulle à Orlando les choses sont bien pensées, et puis voilà, c'est la NBA, ils ont fait appel à des spécialistes, mais le danger en soi va pas venir des joueurs, des équipes en elles-mêmes, ça va surtout venir des intervenants, des gens qui travaillent dans le parc, des gens qui s'occupent des hôtels, des gens qui font la nourriture, et c'est des gens qui eux seront pas hébergés dans le parc, qui tous les soirs vont rentrer chez eux, qui tous les soirs vont sortir, qui tous les soirs vont peut-être voir des gens, et donc le vrai danger il vient de là, et c'est à mon avis, s'il y a un danger, il vient de l'extérieur, malgré tous les tests qui peuvent être effectués, malgré toutes les mesures de sécurité qui peuvent être prises. À mon avis, il y a un réel danger, et c'est à ça qu'il va falloir faire vraiment attention. Mais après, voilà, concernant les Raptors, comme disait Patrick, ils sont déjà sur place, ils sont déjà acclimatés, les blessures ont été soignées, donc allons-y, jouons au basket. On attend tous du basketball, on veut tous voir du basketball, on a hâte, mais après, voilà, il reste un peu moins d'un mois maintenant avant que les matchs commencent vraiment. Les équipes vont commencer à arriver maintenant toutes les unes après les autres à Orlando. On va voir comment ça se met en place. À voir. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que la machine est lancée et que, à mon avis, plus rien ne peut l'arrêter et que là, c'est parti. Ouais, je suis bien d'accord avec vous tous. La NBA a fait ce qu'il fallait, ses études, ses conseils de spécialistes, et a mis de l'argent pour faire en sorte que cette bulle qu'ils ont voulu faire à Disney à Orlando tienne le coup. J'attends de voir comment ça va se passer dans les faits, parce qu'effectivement les gens qui vont entrer et sortir de cette bulle, c'est de là que va venir le plus gros danger, et d'autant plus quand on connaît la situation actuelle en Floride. En ce qui concerne Toronto, c'est quand même la seule des 22 équipes à se rendre à Orlando qui joue pour défendre son titre. Les 21 autres jouent pour être championnes, en théorie, même si je veux pas par exemple parler des Wizards, mais voilà, ils n'ont pas la même motivation que certains autres. Mais voilà, je veux dire, Toronto arrive en champion avec un statut à défendre. Ce groupe-là a été champion ensemble l'an dernier. Nick Nurse a été à la main sur ce groupe et fait des miracles.
Donc il y a cet avantage-là qui va être à opposer à la perte effectivement du public, de sa salle, de l'ambiance à l'extérieur, Jurassic Park, tout ça, qui va forcément manquer une fois à Orlando. Maintenant, toutes les équipes sont dans le même panier. Hein. Je veux dire, tu parles à Boston, jouer au TD Garden, c'est quand même pas la même chose que d'aller jouer sur un parquet à Orlando. Hein. C'est la même chose un peu pour tout le monde, je trouve. Donc, mais oui, Toronto a l'avantage d'y être sur place les premiers et d'essayer de se remettre en route le plus rapidement possible. Parfait. Je vais essayer de faire la synthèse de tout ça. Je vais aller dans le sens de Nathan. Moi, je suis pas inquiet au niveau des joueurs parce que sur les dernières conférences de presse, on sent vraiment que les joueurs sont motivés et ont envie de jouer. Et je pense que ils vont respecter les consignes, même s'il y aura peut-être 2 ou 3 infractions, parce que le règlement est vraiment très lourd. Mais je sens que les joueurs sont déjà très motivés. L'avantage pour les Raptors, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils sont déjà à Orlando, ils ont déjà un hôtel pour eux tout seuls, ils sont déjà confinés, ils sortent pas. Je sais plus quel joueur expliquait que la routine elle est simple. De toute façon, c'est lever, aller à la salle, revenir, rester dans la chambre. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Aujourd'hui, Matt Thomas a expliqué quand même il sortait jouer au golf avec Kyle Lowry. Donc voilà. Mais je pense que, comme disait Nathan, ça va venir des gens extérieurs, des gens du parc de Disney World. Mais après, je me dis aussi un truc, c'est que ces gens-là, c'est leur travail qui dépend de la réussite de la saison NBA. Si la saison NBA s'arrête, le parc il est fermé, donc ils n'ont pas de travail. Je pense que eux aussi ils vont être très très rigoureux là-dessus, en se disant que et l'image de marque de Disney World également. Donc je pense qu'en fait ils ont tout à perdre si ça se passe pas bien et je pense qu'ils feront le maximum eux aussi de leur côté pour que tout se passe bien. Après bien sûr on n'est pas à l'abri de toute façon. Je pense que les joueurs ils auront pas de grandes interactions non plus avec les gens de l'hôtel, des restaurants et tout ça. C'est vraiment très protocolaire. Déjà maintenant, donc à ce niveau-là, je me fais pas de soucis. Et ouais, de toute façon, après, ce qui ressortait des dernières interviews de ces derniers jours, la plupart des joueurs disent nous, on fait confiance en la NBA, on fait confiance en notre équipe, en notre organisation pour faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Et Siakam a dit une chose assez drôle, il a dit de toute façon si on joue pas, je reste à Toronto, je peux contracter le virus même si je vais faire mes courses. Donc au final peut-être qu'ils sont peut-être même plus en sécurité en étant dans une bulle qu'en étant dans la ville et qu'ils puissent se balader n'importe où. Donc après ça va être quelque chose de mental aussi je pense parce que pour l'instant tout se passe bien, ça commence juste, donc les joueurs ils ont le sourire et tout ça. À voir après au bout de 2 mois à être enfermés, ce que ça va donner. Donc voilà, moi personnellement je suis assez optimiste, j'ai hâte de voir du basket. On va voir également donc, à quel niveau. Serge Ibaka a déjà dit qu'il pensait que ça prendrait 3 à 4 matchs avant de retrouver les automatismes. Donc ils ont la chance d'avoir 3 matchs amicaux. Peut-être au bout du 2e match de classement, on commencera à voir quelque chose voir du basket qui ressemble à quelque chose. On va voir, on va en parler tout de suite. C'est une bonne transition, je pense. On va passer tout de suite au 2e quart-temps en parlant un peu du programme à venir pour les Raptors. C'est parti pour ce 2e quart-temps. On va se pencher un peu sur le calendrier des Raptors. Avant de jouer les 8 matchs de classement, les Raptors vont faire 3 matchs d'entraînement. Ils vont affronter que des équipes de l'Ouest. Houston le 24 juillet, Portland le 26 et Phoenix le 28. Donc a priori, on en discutait hors antenne, ça devrait être télévisé. À voir pour ceux qui ont envie de regarder ça, car comme nous disait Nathan... A-t-on envie de voir ce genre de matchs de préparation qui d'habitude se font pendant le training camp et qui sont pas du plus haut niveau? Et après ça, la saison commence avec les 8 matchs et en commençant par les Lakers. Et j'ai pas la suite si quelqu'un a la suite. Le Heat, puis Orlando, le Celtic, les Grizzlies, les Bucks, les Sixers et puis pour finir les Nuggets. Très bien, merci Max. Il y avait un chiffre qui était sorti que j'avais pas trop compris parce qu'il l'expliquait pas sur le coefficient de difficulté de la reprise avec le Heat qui était censé avoir le calendrier le plus compliqué, alors que moi je m'étais fié à ESPN qui disait que les Raptors avaient les adversaires avec le plus haut pourcentage de victoires en combiné. Ils avaient mis Raptors Lakers en 2 premiers. Donc peu importe, avec la blessure d'Oladipo, je pense que maintenant on peut dire que le Heat n'a pas le calendrier le plus dur vu qu'ils affrontent 2 fois les Pacers. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous pensez de tout ça, quel est votre avis sur cette reprise, ce calendrier. Calendrier le plus dur, est-ce vraiment important? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. J'avais vu beaucoup de gens se plaindre, chez les fans des Raptors notamment,
que le calendrier était dur comparé aux Celtics, aux Sixers, donc des gens qui peuvent venir nous chercher la deuxième place. Alors déjà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que on ne va jouer que contre des équipes qui sont potentiellement playoffables, et ça, c'est le cas de toutes les autres équipes. Donc c'est normal déjà que le calendrier ait l'air, rugueux, mais aussi la NBA a aussi composé en fonction de la difficulté du calendrier qui restait, quoi. Les Raptors, faut reconnaître que il leur restait une fin de saison assez compliquée. On avait eu un début de saison plutôt tranquille, on s'entend, plus calme que certaines équipes, notamment les Celtics. Faut reconnaître que ils ont pas eu un calendrier facile, surtout en milieu de saison. Donc c'est normal, la NBA s'adapte, elle a composé. Moi je suis vraiment, alors je sais pas si ça aurait été possible de faire mieux, mais je pense que c'est bien égalitaire. C'est comme cette histoire là des Pelicans qui ont un calendrier super facile, a priori, pour faire passer Zion en playoff. Non, c'est juste que ils ont morflé tout pendant toute la saison régulière et que le calendrier qui les attendait était bien plus simple que leurs concurrents directs. Donc là-dessus, la NBA a fait du très bon travail. Après, en ce qui concerne nos adversaires, oui, les matchs sont pas faciles. Faut faire attention aux deux premiers, Lakers, Heat. Ça va être les plus compliqués, surtout que la machine va pas forcément être en marche. Après, il y a les Bucks, bien évidemment, ça va être nos adversaires numéro 1. À voir comment les Celtics négocient leur calendrier, mais je pense que c'est pas impossible pour les Raptors de conserver cette deuxième place, surtout qu'ils ont l'envie, ils ont l'alchimie d'équipe. Donc moi je suis plutôt optimiste sur ce calendrier. Faut pas se voiler la face, ça va être compliqué, mais je suis vraiment plutôt optimiste concernant les Raptors. Faut voir ce que ça va donner. De toute façon, peu importe la difficulté du calendrier, j'ai envie de dire, l'équipe qui arrivera le plus vite à retrouver ses schémas de jeu, à retrouver de l'alchimie, à retrouver du rythme, peu importe qui ils sont, combien ils sont classés, c'est l'équipe qui s'adaptera le plus vite, qui va le mieux s'en sortir. Que ce soit les Bucks ou ce soit les Grizzlies. Ça, c'est clair, parce que de toute façon, le confinement a été le même pour tout le monde, la période sans basket a été la même pour tout le monde, et les calendriers sont affreux pour tout le monde, même s'ils sont considérés comme faciles ou quoi, ça va être très compliqué. Max? Je pense que tu as tout à fait raison, Nathan. Maintenant, on nous a quand même enlevé 2-3 matchs très faciles, en fait. Des matchs contre les Knicks. En deuxième, je considère qu'on avait un back-to-back contre Grizzly. Normalement, ça devait aller aussi. Maintenant, ouais, le calendrier est le même est difficile pour tout le monde. Ce qui sera surtout important, c'est de battre Boston parce que on a 3 victoires d'avance sur Boston. En gagnant contre eux, je crois qu'on repasse dans les confrontations avec eux, on repasse devant ou quelque chose comme ça. Donc il faudrait qu'ils fassent 4 victoires de plus que nous sur les 7 derniers matchs. Si on bat Boston, normalement, on est quand même, ça devrait aller, quoi. Donc voilà, à voir. Moi je prédis 5 victoires sur 8 et avec ça, ça passe crème pour la deuxième place. Ouais, moi je pense que c'est vrai comme on a dit, le calendrier est quand même assez difficile pour les Raptors. Moi je suis plutôt optimiste parce qu'il y a 3 matchs de pré-saison, si on peut dire. Ça va permettre de prendre le rythme, ça va permettre de s'ajuster, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais toutes les équipes sont dans le même bateau. Donc, c'est pas que c'est un avantage pour les Raptors ou d'autres équipes. Mais le fait d'avoir 3 matchs avant le vrai match, ça permet de développer les automatismes et tout. Mais aussi, il faut dire, ce qu'on a vu l'année passée et même cette année, moi, c'est la confiance que j'ai par rapport à Nick Nurse et son équipe. C'est vraiment un staff technique qui sait bien s'adapter, non seulement au cours d'un match, mais entre 2 matchs. Donc, c'est rare de voir les Raptors jouer 2 matchs de suite qui ne sont pas très bons, ou bien même 2 cartons de suite qui ne sont pas très bons. Il a une façon, c'est peut-être sa carrière qui l'a permis de s'adapter par rapport au match. Donc, le fait que Nick Nurse soit le coach qu'il est, ça permet pour moi d'être plus optimiste, mais quand même il faut vraiment dire c'est un horaire très très dur, mais comme Max a dit, si on peut battre Boston, ou bien Boston perd ses matchs, parce qu'il y a l'autre option aussi, donc là ça nous donne une chance non seulement de garder la deuxième place, mais
aussi d'avoir je l'ai dit, l'avantage du terrain, mais c'est toujours à Orlando, il n'y aura pas vraiment de l'avantage du terrain, mais ça permet d'avoir un peu d'espace, de breathing room, comme on dit, pour l'équipe des Raptors. Donc, les 3 matchs de pré-saison et puis le coaching staff, je pense que c'est les 2 choses qui, pour moi, donnent un peu l'avantage aux Raptors. Du coup, question, est-ce vraiment si important de garder cette 2e place selon vous, avec le fait qu'il n'y a pas d'avantage du terrain? On ne sait pas, apparemment, il y avait des discussions pour qu'ils donnent un avantage du terrain d'une manière ou d'une autre. J'ai pas trop lu à ce propos-là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais est-ce que vraiment, a priori, on devrait affronter Brooklyn, mais c'est même pas sûr parce que Brooklyn, moi, je les vois très en danger avec tous les joueurs qui n'y vont pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Alex? Rester 2e, ça s'assure de pas affronter les Bucks avant la finale de conférence. Donc déjà, pour moi, rien que ça, la 2e place, elle est primordiale. Après, la conserver, ça veut dire qu'on fait des bons matchs de classement. Donc c'est de l'entente qui grimpe, du rythme, de la confiance. C'est forcément bon à prendre. Je ne vais pas rentrer dans les calculs en étant 3e. On tape peut-être un adversaire un peu plus facile. Je sais pas trop en plus comment ça va se passer parce que Max t'a parlé des confrontations directes. Juste pour revenir sur ce que tu disais, en cas de victoire contre Boston, on reviendrait à 2 partout. Je sais pas comment ça va rentrer en ligne de compte en cas d'égalité dans les classements parce que entre les équipes qui pouvaient rattraper ce déficit sur les confrontations directes si la saison avait suivi son cours normal et qui aujourd'hui ne peuvent plus. Enfin, je sais pas trop comment ça va être pris en compte. J'avoue que j'ai pas cette info. Maintenant, pour revenir sur le calendrier, par rapport à ce qui était prévu, si la saison avait suivi son cours, le seul adversaire présent parmi les 22 à Orlando qu'on n'affrontera pas sur les 8 matchs et qu'on aurait dû rencontrer dans le calendrier prévisionnel, c'était Houston. On devait aller jouer là-bas. On nous a enlevé une confrontation contre Milwaukee et de mémoire, une confrontation contre Memphis. C'était les seuls matchs face à ces équipes-là. Donc évidemment, derrière, on devait jouer les Knicks, Atlanta, Charlotte, voilà, c'est pas. Ah, s'il y a Washington aussi qu'on n'affronte pas et qui est présent à Orlando et qu'on aurait dû affronter après Houston. Donc au niveau calendrier, de toute façon, même un calendrier de saison NBA ordinaire n'est pas équitable. Toutes les équipes ne s'affrontent pas le même nombre de fois, y compris dans une même conférence. Donc à partir de là, il n'y a pas de. C'est un peu dommage de se mettre à parler de déséquilibre des calendriers, d'autant plus que là, clairement, les calendriers. Oui, il y a des individualités, et oui, on sait très bien que les Lakers de LeBron et AD vont être difficiles à jouer, mais qui te dit que LeBron va pas se faire un genou dans le premier quart-temps? Enfin. On est tellement sur un manque de rythme et sur une difficulté à redémarrer que tout peut se passer. Hein. LeBron, physiquement, il a l'air vraiment apte. Alors, j'ai vu passer des photos. Le mec, il s'est pas reposé 5 minutes. Non, mais tu vois tu comprends ce que je veux dire. LeBron, c'est un mastodonte. À l'âge qu'il a, avoir un physique comme lui, c'est monstrueux. Mais n'importe quelle autre équipe, je te parle même pas, je lui dis se faire un genou, mais n'importe quelle autre blessure qui fait qu'il est pas à 100% ou qu'ils sont obligés de réduire ses minutes en prévision du reste des playoffs, tout peut se passer. Hein. Ouais, on l'a vu l'an passé en finale, dans les blessures. Des uns et des autres. Et puis voilà. On est bien placé pour le savoir. Hein. Ouais, et de toute façon, c'est un peu ce qui ressort des conférences de presse qui ont eu lieu là, c'est que en fait les joueurs ils savent pas à quoi s'attendre. De toute façon, c'est nouveau pour tout le monde parce que on pourrait dire c'est le début d'une nouvelle saison, mais habituellement pendant la pause estivale, les joueurs continuent à jouer dans les ligues d'été, ils continuent à jouer, alors que là, pour un grand nombre, ils sont restés enfermés dans un appartement. Ils n'ont pas tous le luxe d'avoir un terrain dans leur villa ou des choses comme ça. Matt Thomas expliquait tout à l'heure que justement, lui, quand il a été confiné à Toronto, il n'a pas joué pendant 1 mois. Ensuite, il a eu la chance de pouvoir prendre sa voiture et de partir dans le Wisconsin d'où il est originaire. Et là, il avait un gymnase à sa disposition où il habite. Mais par exemple, Chris Boucher, Pascal Siakam et Serge Ibaka, tous les 3, ils sont en condo à Toronto. Ils n'avaient pas accès à une salle de sport ou à un gymnase pour aller shooter. Ils se sont juste entretenus chez eux. Donc, ils ont la chance d'avoir des moyens. Donc, on leur a fourni tout le matériel nécessaire pour bien s'entretenir. Ce sont des professionnels. Je pense que physiquement, tout le monde sera prêt. On a vu les photos. Marc Gasol qui a perdu du poids. On a vu Kyle Lowry affûté comme jamais lors des manifestations. On voit les autres joueurs à travers la ligue. Ils sont tous prêts physiquement. Et les Raptors aussi, c'est Siakam qui insistait sur le fait que c'est une équipe qui a dû s'adapter toute la saison
en raison des blessures. Et en fait, ils sont prêts à s'adapter à quelque chose de nouveau. Pour lui, c'était pas un souci. Il a dit que les Raptors, de toute façon, c'est une équipe qui a l'habitude de s'adapter, comme disait Patrick par rapport à Nick Nurse. Mais toute l'équipe est confiante sur le fait de pouvoir s'adapter et de retrouver son niveau. Je pense que de ce point de vue-là, les Raptors ne partent pas avec un handicap en tout cas. Après, on verra. De toute façon, on ne sait pas comment ça va se passer dans les autres équipes. Pour l'instant, on croise les doigts. Les Raptors ont eu des blessés tout au long de la saison. C'est l'une des seules équipes à ne pas être touchée par des cas de Covid. Et a priori, il n'y a pas de blessés. Les 17 joueurs sont opérationnels. Peut-être c'est un bon retour des choses. On a été blessés pendant toute la saison. Qui sait, peut-être qu'on sera épargné pour cette reprise. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ouais, vas-y, Nathan. Moi, je voulais juste revenir sur cette histoire de conserver cette deuxième place ou non. Alors déjà, je trouve que ce qu'Alex disait sur le mental, c'était hyper important. C'est clair que conserver une deuxième place, ça veut dire qu'on a gagné des matchs et que même conserver sa place, c'est important pour le mental des joueurs. Mais là, j'ai les classements sous les yeux. Alors on sait pas ce qui va se passer, on sait pas à quel niveau les équipes vont avoir, mais je considère que le top 5 va rester top 5. Donc, top 5, c'est les Bucks, c'est les Raptors, c'est les Celtics, le Heat et les Sixers. Pour moi, ces cinq équipes, l'ordre va peut-être bouger, mais pour moi, ces 5 équipes vont rester dans le top 5. Mais conserver une deuxième place, ça veut dire potentiellement éviter d'avoir les Pacers au premier tour des playoffs. Et ça, c'est non négligeable parce que les Pacers, que Oladipo soit présent ou non, ça reste une équipe très compliquée à jouer. Avec une équipe non pas très physique, mais très intelligente, avec un jeu vraiment précis. Et je pense que aussi les Pacers, c'est une équipe qui va pas avoir beaucoup de mal à se remettre en jambes, parce qu'ils ont des joueurs intelligents avec Brogdon, Sabonis, donc le jeu va tourner. Donc conserver cette deuxième place, ça s'assure de jouer soit le Magic, soit les Nets. Bon, les Nets, je pense qu'à mon avis, ils vont chuter à la 8e place, ou les Wizards. Si jamais les Wizards arrivent à faire l'improbable remontée, bon, j'y crois pas trop non plus. Mais voilà, garder cette deuxième place, ça s'assure de jouer soit le Magic, soit les Nets, et ça permet d'éviter les Pacers, qui sont une équipe bien moins sympathique à rencontrer. Moi, j'ai des bons souvenirs des Pacers. Notre voyage à Toronto, on les avait joués et on a fait le plus grand écart de l'histoire de la franchise. Donc, et t'étais présent aussi. Voilà. Non, ouais, j'étais présent, mais tous les matchs ne vont pas se passer comme ça. Non, malheureusement. C'est sûr. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur le calendrier ou on passe au 3e quart-temps? Non, je voulais juste, sur le coup de maintenir sa 2e place, faut se souvenir aussi qu'en début de saison, personne ne voyait Toronto à la 2e place, ou de côté américain, tout ça. Donc, la conserver, ce serait aussi une bonne façon de dire à tout le monde, allez-vous, hein. Et nous, on a fait notre saison, malgré les blessures, malgré le Covid, malgré le confinement, on revient et on est là pour aller dans l'optique de faire chier les Bucks en finale de compte. Yeah, c'est vrai, c'est un peu ce qu'Oshae Brissett disait tout à l'heure également. Il disait que ça serait une bonne réponse de finir 2e et il disait, j'aime bien, les joueurs disent toujours, non, on lit pas, mais ils sont quand même au courant de ce qui se dit de toute façon. Donc, il disait que, ouais, bien sûr, l'équipe est, je sais pas comment le dire en français, chip on his shoulder. Ils ont quelque chose à prouver. Ils veulent montrer qu'ils sont, c'est pas des champions par hasard et que cette équipe, elle peut aller défendre son titre. On est bon dans les transitions. C'est une transition parfaite pour la 3e partie. Je voulais revenir sur des articles qui sont parus tout récemment. Le premier à avoir pointé ça, c'était Louis Zatman de Raptors République. Je sais, je le cite tout le temps, mais je suis quand même un grand fan. On a le droit d'être fan de ses collègues quand même. Et il a écrit un article sur l'attaque sur demi-terrain des Raptors, qui ne fait pas partie de l'élite de la NBA cette saison. Et je viens de voir qu'aujourd'hui ou hier, Blake Murphy a écrit un article similaire. Alors, j'ai pas accès à The Athletic, mais je pense que c'est dans la même teneur. Donc, pour résumer les choses, les Raptors, je crois que c'est seulement la 11e attaque sur demi-terrain de toute la NBA. Louis sortait un chiffre qui disait que jamais un champion NBA n'avait une attaque sur demi-terrain entre guillemets aussi faible. Seul avec une attaque encore plus faible que ça sur demi-terrain qui ont été champions, c'était les Detroit Pistons de Ben Wallace, Hamilton et compagnie qui avaient battu les Lakers en 2004. Du coup, les Raptors, ils ont d'autres forces, mais comme l'attaque en transition, l'une des meilleures défenses. Est-ce que vous pensez que déjà
ce problème sur demi-terrain peut être réglé parce que il y a eu beaucoup d'absents, l'équipe n'a jamais été au complet? Ou est-ce que pour vous, c'est rédhibitoire et on peut pas espérer que les Raptors fassent mieux que aller finale de conf parce que les Bucks, c'est un débat qui revient souvent, mais est-ce que on n'en a pas forcément parlé de ça, mais est-ce que cette facette-là peut faire en sorte, selon vous, que les Raptors n'aillent pas au bout? Il y a tellement d'autres facettes qui sont dans notre équipe. Le jeu collectif, il y en a pas. Je peux pas citer 5 équipes sur toute la NBA qui ont un jeu collectif comme les Raptors. La défense des Raptors, c'est la 2e meilleure défense de la ligue derrière les Bucks. On n'est pas 5e ou 6e ou 7e, non, on est 2e. Donc on a des autres avantages, on joue bien la contre-attaque aussi. Moi, je pense qu'on a des autres forces. Donc moi, ça ne me dérange pas. Je pense pas que ça puisse affecter les Raptors, mais quand même, ça a sa place parce que dans les playoffs, historiquement, le jeu est plus lent. Donc l'attaque est plus vraiment formée. Il y a moins de contre-attaques, donc il y a plusieurs ajustements. Donc là, et puis il faut aussi signaler que les Raptors que nous avons cette année, c'est pas les Raptors de l'année passée où tu pouvais donner le ballon à Kawhi et donc laisser Kawhi faire ses choses. Maintenant, peut-être Siakam, mais il n'a pas aussi la même capacité offensive que Kawhi a créé. Donc ça, c'est quand même une certaine faiblesse, mais pour gagner la NBA, c'est pas l'attaque qui compte le plus. Sinon, Houston allait gagner toutes les années. Donc là, la défense c'est vraiment primordial, et surtout la rotation. Quand même, l'équipe des Raptors, c'est une équipe qui est deep, donc il y a assez de gens qui vont venir du banc, qui peuvent jouer et qui ont l'expérience. Et surtout le côté expérience, ça c'est vraiment incontournable parce que il faut pas oublier qu'ils sont champions. Ils sont champions, et lorsque tu es champion, il y a quelque chose mental qui fait que tu as avantage parce que tu as vécu la victoire. Donc il y a quelque chose qui change en toi, mais aussi, comme il a été dit, le jeu collectif des Raptors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, l'avant-midi, je regardais un petit documentaire qu'ils ont fait sur les Spurs de 2014. Ils disaient The Perfect Game, le côté offensif, comment la balle tourne, et que c'est seul le joueur qui est ouvert qui va shooter. Je pense que offensivement la balle tourne chez les Raptors, mais ce sera beaucoup plus la défense, la rotation, l'expérience qui vont faire la différence. Mais c'est quand même les playoffs, là, le jeu sera certainement plus lent que la saison régulière. J'avais une question sur ce classement tu dis Toronto 11e attaque sur demi-terrain. On a le détail de ce classement pour savoir qui est devant? Je suis pas allé voir. Non. Parce que truc tout con, hein, imaginons que devant, par hasard, il y a 2 équipes qui soient pas qualifiées en play-off. Déjà, ces 2-là, on les élimine. T'enlèves les équipes de l'Ouest. Déjà, tu grimpes dans le classement et tu te retrouves face à potentiellement des équipes qui sont moins bonnes. Typiquement, je suis pas certain que Philadelphie soit meilleure sur demi-terrain. Tu vois, ce genre de choses. Donc c'est à relativiser. Maintenant, oui, on va pas faire des miracles sur demi-terrain, c'est clair. Comme le disait Patrick, effectivement, quand tu perds un joueur comme Kawhi Leonard, oui, sur demi-terrain, forcément, ça fait diminuer ta faculté à être imprévisible et à pouvoir te sortir de situations difficiles. Maintenant, l'avantage, c'est que faut le prendre comme un avantage, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être notre point faible et que l'adversaire va forcément essayer de ralentir le rythme et de nous faire attaquer le plus possible sur demi-terrain, de limiter les contre-attaques, les jeux de transition, etc. On le sait, à nous de travailler là-dessus, enfin à eux de travailler là-dessus, faut que j'arrête avec ça, et de trouver les solutions potentiellement. Le retour de Marc Gasol dans le 5 va faire beaucoup de bien, ça on le sait, ça c'est une certitude. En son absence, le jeu sur demi-terrain des Raptors est beaucoup plus faible. Donc non, je pense pas que ce soit si rédhibitoire que ça. Il faudra jouer sur nos forces et puis voir ce que les adversaires me proposent en face aussi. Hein. Le but du jeu, c'est de s'adapter de toute façon. Hein. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Alex. Hein. Je pense que une des vraies forces des Raptors, enfin un homme qui fait changer le jeu, c'est Marc Gasol, parce qu'on sait que Nick Nurse aime bien faire passer la balle par lui
en attaque quand il est présent. Donc voilà, déjà c'est du demi-terrain, c'est de l'attaque placée. Voilà, donc un joueur comme Gasol, ça fait alors je dis pas que ça fait toute la différence, mais ça fait quand même une belle différence. Après, voilà, comme disait Patrick, les défenses se resserrent, le rythme ralentit, mais au jeu des défenses qui se resserrent, les Raptors n'ont pas à rougir et même, enfin, on fait partie des, comment dire, on a beau dire que en playoff, le jeu en transition s'amoindrit, oui, ça c'est indéniable, mais faut pas oublier que en termes de jeu en transition, on fait partie de l'élite de cette ligue. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on va pas essayer d'aller jouer contre notre nature. On a des joueurs qui sont athlétiques, des joueurs qui sont habitués à courir. Donc je suis pas sûr que on assiste, et je suis même pas sûr que ce soit dans l'intérêt global des Raptors de procéder à un changement drastique de la philosophie du jeu. Parce que les forces, elles sont dans le jeu en transition, elles sont dans la défense sévère. Donc je suis pas sûr que le jeu ait vocation à changer, et je suis pas sûr que le jeu doive changer pour autant. Et donc, pour satisfaire ces gens qui disent que les Raptors n'ont pas d'attaque placée, le retour d'un Marc Gasol pourrait les faire mentir. Après, c'est vrai que on compare toujours à l'année dernière, mais l'année dernière était une année formidable. Mais c'est vrai qu'il manque un joueur comme Kawhi Leonard qui peut prendre des ISO et venir travailler son joueur tranquillement. Siakam l'a très bien fait en début de saison, à voir s'il est capable de le refaire avec cette reprise. J'en suis pas convaincu, et je suis même pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, parce que les Raptors ont toujours fonctionné en équipe, ont toujours fonctionné avec un beau collectif. Donc je pense que le jeu n'a pas vocation à être changé, et puis de toute façon, je voue une confiance aveugle à Nick Nurse. Je pense qu'il saura tirer le meilleur de cette équipe. Et juste pour revenir sur la comparaison avec les Bucks, parce que ça revient souvent, pareil, encore une fois, faudra voir comment ils se remettent en route, mais ils sont au-dessus, hein. Ils sont vraiment trop forts. On n'arrivera pas à mon avis, il n'y a pas débat. Et je voulais juste revenir aussi, dernier point, sur ce que Maxime disait en tout début d'émission. Il disait que peu importe qui sera le champion cette année, ce sera pas un beau champion. Moi, je suis pas d'accord. Le championnat, et beaucoup de joueurs se sont accordés à le dire, l'équipe qui sera championne cette année, ce sera un champion incroyable, parce que alors tous les titres sont compliqués à obtenir, et on sait à Toronto à quel point c'est compliqué d'obtenir un titre et à quel point ça peut se jouer à pas grand chose. Mais cette année, c'est sûrement le titre le plus compliqué qui a été donné depuis très longtemps, à mon avis. Ouais, il faudra avoir le niveau, en tout cas, du champion, des autres équipes. Et puis, je trouve que c'est une saison tronquée, il manque des matchs, ça a été arrêté. Je vais pas dire que Memphis pourrait être champion, mais on ne sait jamais comment ils vont reprendre, comment les autres vont reprendre. Donc, je sais pas. Moi, j'attends de voir, et on dira à la fin si c'était un champion mérité ou pas. Maintenant, pour revenir sur la question ici, on a une saison tellement avec des blessés que c'est bien qu'on soit 11e. Peut-être que si on n'avait pas eu de blessures, on serait 2-3 places plus haut. Et parce que on a eu des blessures importantes, on a dû chaque fois construire. Nick Nurse a chaque fois bien réagi. Ça a toujours été quelqu'un différent qui sortait du chapeau, entre guillemets. Et c'était bien. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de matchs avec une équipe fixe, avec un 5 fixe, sans aucune blessure. Et peut-être qu'avec tous ces automatismes-là, encore en plus, on serait pas 11e. Et puis, on sait, comme vous avez dit, Marc Gasol, la manière dont Nick Nurse le fait jouer, il le fait jouer derrière la ligne à 3 points. Ça permet d'écarter le jeu, et ça permet aux attaques de demi-terrain de trouver des espaces et de trouver des solutions. Donc, je pense que on a une saison particulière en saison régulière, on a une saison particulière avec le Covid, et on aura sans doute des playoffs assez particuliers. Après, du coup, si on part du principe que on n'a pas de blessés, on a quand même une équipe, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, je sais pas si on peut dire 12 deep, mais au moins 11, parce que on a des joueurs en backup sur tous les postes, et comme tu le disais, Max, Nick Nurse a tout essayé cette année. Je pense que toutes les combinaisons de 5 ont été réalisées, et on peut s'adapter. Enfin, Nick Nurse peut s'adapter à n'importe quelle forme du jour, n'importe quelle équipe en face, n'importe quel style de jeu. Donc là-dessus, c'est un gros avantage. On rajoute à ça le collectif léché, le fait que
il y a une alchimie d'équipe incroyable et à ce niveau-là, très peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir autant. Il faut pas oublier que tout ce groupe, si on enlève les rookies et Rondale Hollis-Jefferson qui est arrivé à l'intersaison, cette équipe-là a été championne ensemble. Cette équipe-là, pendant l'été, elle a vu Kawhi Leonard partir. Cette équipe-là, elle a entendu les médias dire que ils allaient se galérer pour se qualifier en play-off et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Donc, au niveau motivation, détermination, alchimie et entente collective, tu mets un Nick Nurse comme à côté qui est capable de nous sortir un coup de chapeau monumental. Quand on sait à quel point ça va se jouer encore plus sur les détails que d'habitude, ça peut faire une différence plus qu'honorable. Bon les gars, ça va être difficile de passer après vous. Vous avez tout dit. Vous avez dit tout ce que je voulais dire à peu près. Juste, je vais revenir sur Marc Gasol parce que j'avais demandé à Louise justement, est-ce qu'on a la stat avec et sans Marc Gasol? Bizarrement, avec Marc Gasol, je crois qu'on n'était pas mieux, peut-être même un peu moins bien. Mais le truc qu'il prenait pas en compte, c'est que le Marc Gasol du début de saison, jusqu'à sa première blessure, c'était pas le Marc Gasol qu'on connaît. Donc en fait, cette stat pour moi, elle vaut rien. Et je reste convaincu qu'avec Marc Gasol, l'attaque des Raptors sur demi-terrain est bien meilleure. Et quelque chose qu'il évoquait également, celui qui peut avoir les clés là-dessus également par son jeu en 1 contre 1, c'est Norman Powell. Si on a un Norman Powell du niveau qu'il était avant ses blessures, parce qu'à chaque fois il est revenu meilleur, là ça peut vraiment donner un gros boost à l'équipe parce que lui il est capable de jouer en ISO, sur pick and roll, catch and shoot à 3 points, pénétration mi-distance. Il a vraiment montré qu'il avait tout sur la semaine là où il est joueur de la semaine, où il avait tourné à, je sais plus, 30 points par match, je crois, ou plus même. Donc ça va être vraiment un des facteurs X de l'équipe pour permettre d'être meilleur sur demi-terrain. Après, ouais, moi, je reste convaincu avec Gasol qu'on est une autre équipe quand il est en forme, bien sûr. Là, a priori, il a fait tout ce qu'il fallait pour être en forme. Les images en témoignent d'elles-mêmes, ainsi que les commentaires de ses coéquipiers lors des médias day. Là, ils étaient vraiment dithyrambiques à propos de Gasol. Ils étaient vraiment impressionnés par le travail qu'il avait réalisé. Donc, pour moi, les Raptors partent dans les meilleures conditions. On va voir, comme a beaucoup dit Alex, de toute façon, et comme le disent les joueurs, on part dans l'inconnu. On ne sait pas qui peut contracter le virus, qui peut se blesser, car comme pareil, tu l'avais dit Alex, on l'a vu au foot, il y a beaucoup de blessures qui surviennent. Donc, on va voir dans ces 3 matchs de préparation. Après, je pense que la chance du basket, c'est que dans les matchs de préparation, tu peux faire beaucoup tourner. Je pense qu'ils vont pas tirer sur les joueurs dès le départ. Chacun va avoir du temps de jeu. Mais ouais, on n'est pas à l'abri de ça de toute façon. On est à l'abri de rien du tout et bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, bon, pour ma part, je suis impatient de voir ce que ça va donner. J'espère que les matchs de préparation, même si ça va pas être très beau, seront diffusés. J'ai juste envie de voir ce que ça va donner. Et c'est toujours intéressant de voir. Moi, je me demande comment un joueur. J'aurais bien voulu voir. Je sais pas si la vidéo de Ibaka était un troll ou si c'était vraiment ses tirs. Je sais pas si vous l'aviez vu quand le premier jour où il a repris, il balançait de ses briques, mais je pense que c'était plus pour rigoler qu'autre chose. Parce que je pense pas que c'est à ce point. Mais j'aimerais bien voir. J'aurais bien aimé, par exemple, pour voir le vrai talent de chaque joueur sans entraînement. On fait un match comme ça avec personne qui a joué pendant 3 mois. Et là, on voit vraiment les joueurs qui sont talentueux, qui n'ont pas besoin d'entraînement pour être super forts, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, oui, on va voir ce que ça va donner. J'ai regardé, ne serait-ce que pour voir l'évolution entre le premier match amical et le dernier des 8 matchs de classement. Pour voir l'évolution rien que sur cette dizaine de matchs. Et voir à quelle vitesse l'entente et l'habitude de jouer ensemble revient. Je pense que ça peut être assez intéressant de voir ça. À mon avis, le premier match de reprise, on va avoir l'impression que les Monsters ça va être voler leur talent. Bien sûr. Les Monsters. Mais bon. comme Après, dans tous les sports qui ont repris. Hein. Ouais, c'est bon. clair. LeBron n'aura pas besoin de tourner ça comme dans le premier où ils avaient fait semblant de perdre leur talent. Ils vont juste montrer des images de la pré-saison, du retour du saison. Il n'y aura pas besoin de faire du acting, quoi. Ils seront déjà au niveau. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. On va passer au 4e quart-temps. Le 4e quart-temps, comme je l'ai dit, je vais simplement vous diffuser parce j'en ai beaucoup parlé là. Donc autant les diffuser, les interviews des joueurs francophones lors de ces médias day qui ont eu lieu ces 4 derniers jours. Donc je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine. Merci les gars d'avoir participé. Comme on dit toujours, let's go Raptors! Let's go Raptors! Let's go Raptors! Bonjour Pascal, William Archambault de la chaîne RDS à Montréal. Ça va?
Ouais, ça va très bien, vous? Ouais, ça va très bien, merci. Vous avez joué 6 parties depuis le 1er janvier 2020 où l'entièreté de votre alignement était en santé et vous avez gagné ces 6 parties-là. Comment que la préparation de Nick Nurse et de votre équipe vous donne un avantage contre votre compétition si jamais un de vos coéquipiers contracte la COVID-19? Mais bon, je pense pas qu'on a pensé à ça pour le moment. Je pense qu'on espère que tout le monde sera là et bien sûr avoir une équipe et le fait que nous sommes ensemble depuis des années et certains de joueurs on se connaît très bien, ça va aider. Mais bon, à la fin, on espère qu'on sera tous ensemble et vraiment on ne pense pas à cette option-là. Mais en tant qu'équipe, on a toujours trouvé un moyen de s'adapter à toute situation. Donc pour nous, c'est ça. Mais bon, on ne pense pas au pire cas en fait. OK, bonne réponse. Et votre premier championnat de l'histoire des Raptors a été vraiment un moment remarquable, incroyable pour tous les Canadiens et Canadiennes. Vraiment pour tous les gens à l'extérieur aussi des États-Unis. Et en ce moment, vous êtes encore les champions du monde. Ceci dit, on entend parler des Lakers, des Clippers, des Bucks comme favoris cette année. Sentez-vous toujours le sentiment d'urgence et est-ce que c'est plus facile de se préparer sans avoir la grosse pression médiatique derrière vous? Mais bon, c'est le truc qu'on ne regarde jamais en fait en tant qu'équipe. Quand tu regardes le caractère de tous nos joueurs, c'est quelque chose qu'on ne regarde jamais et juste ça nous occupe en fait. Ce que les gens disent, nous on se focalise sur notre équipe et on essaie d'être le meilleur qu'on peut. Et bon, peu importe les autres équipes en fait, ça ne nous regarde pas. Pour nous, c'est les Raptors et c'est tout ce que je vois en fait. Je vois personne d'autre. OK. Une petite dernière question facile pour toi. Depuis 3 mois, ça ressemblait à quoi tes entraînements à la maison? À la maison, rien de spécial. C'est juste treadmill, essayer de weights, des trucs comme ça. Mais bon, rien de spécial. En fait, c'est très compliqué quand tu es à la maison et essayer de trouver des exercices à faire. Donc, ça a été très, très dur. Mais bon, je suis content de pouvoir avoir maintenant une place où je peux aller et avoir des workouts comme je le fais maintenant. Et vraiment, je suis très content. Merci beaucoup, Pascal. Next up, we have Mike from The Express. Bonjour Pascal, ravi de te retrouver, ça faisait longtemps. Je vais rebondir sur la question précédente. Du coup, comme tu n'as pas beaucoup pu t'entraîner, comment tu estimes ton niveau actuel? Est-ce que tu es très loin de ton meilleur niveau et est-ce que tu penses que le fait de n'avoir que moins de 2 semaines pour se préparer collectivement, comment ça va se passer pour la reprise des matchs? Je pense que ça se passe bien. On évolue tous les jours. Pour moi, je pense que j'évolue tous les jours. Et bien sûr que ce ne sera pas facile après avoir pris ce temps mort pendant très longtemps. Mais bon, à la fin de la journée, tu es un athlète et c'est ce qu'on fait. Ça nous travaille et vraiment, je suis sûr que je serai prêt quand les lumières seront là. Donc, pour moi, c'est de continuer à travailler dur, continuer tous les jours à progresser. Et à la fin, quand on arrive en équipe et on joue tous ensemble, je suis sûr que je serai prêt. Et à quoi s'attendre pour les 8 premiers matchs qui restent de saison régulière? Est-ce que tu penses que vous aurez suffisamment de matchs pour être prêt pour les playoffs ou on peut s'attendre à ce que ce soit un peu pas génial à voir, si on peut dire ça comme ça? Mais bon, on verra en fait. C'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, donc on va aller avec la tête ouverte et bien sûr, on sait que ce sera pas parfait au début, mais bon, à la fin de la journée, ça a toujours été les playoffs pour nous, donc c'est l'essentiel. Être la dernière équipe dans le tournoi, c'est l'objectif et ce sera pas facile, mais bon, on verra comment ça va se passer. Merci Pascal. Now we'll go to Peter from RDS. Salut Pascal, c'est Peter Yanopoulos de RDS. On en français aujourd'hui, hein? Ouais. J'ai parlé avec tes coachs Marvin Menzies et Paul Weir aujourd'hui. Ils te saluent, ils te disent bonjour. Tu es un joueur qui joue avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Maintenant, présentement, il ne va pas avoir beaucoup de spectateurs ou aucun spectateur dans l'aréna. Comment tu vas te motiver et motiver tes coéquipiers pour jouer sans des spectateurs?
Oui, mais bon, c'est un coup difficile. Je pense que les spectateurs jouent un très grand rôle avec les équipes. Donc, pour nous, ce sera quelque chose qu'on doit à s'adapter, tu vois. On va essayer de s'adapter. Mais bon, moi, par exemple, je joue tout le temps pendant l'été et il n'y a pas de supporters. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà vu et puis ce sera pas facile. Mais bon, je pense que en tant qu'équipe, on va bien se donner d'énergie à chacun, essayer de trouver des moyens pour pouvoir avoir cette énergie-là. Ce sera pas facile, mais bon, je suis sûr qu'après peut-être 2, 3, 4 matchs, on va s'y habituer. Ma dernière question pour toi, Pascal. Le dernier match, numéro 6 contre les Warriors, tu as eu 24 points, 10 rebonds. Présentement, 24 points par match. Est-ce que tu considères comme un des meilleurs joueurs de la NBA présentement? Moi? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que oui. Ah, merci. Bonne série, mon ami. Merci. Next up, we have Raphaël from Radio Canada. Bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, la NBA a permis aux joueurs de pouvoir avoir un message considérant la justice sociale à l'endos de leur maillot pour les séries. Est-ce que tu as déjà pensé à ce qu'elle est inscrite à l'endos de ton maillot? Est-ce que tu vas avoir un message personnel? Ah oui, bien sûr, j'aurai un message personnel, mais bon, je ne sais pas exactement ce que ce sera maintenant, mais bon, je pense que c'est très bien que la NBA a permis aux joueurs d'avoir cette opportunité-là, chacun d'expresser ce qu'il ressent, et puis je pense que ça a vraiment de pouvoir et pour nous, c'est quelque chose de très bien, mais bon, j'y pense toujours et puis au moment venu, je peux jouer quelque chose. Et est-ce que c'est possible pour vous, en tant qu'équipe, de bâtir sur ce que l'équipe a accompli au cours de la saison ou est-ce que la pause a été trop longue et qu'on repart un peu à neuf pour les séries? Ah bon, on verra. Comme je l'ai dit tantôt, c'est quelque chose on a vraiment, on n'a jamais vu ça, donc ce sera nouveau et beaucoup de challenges. Mais bon, je pense que ce que notre équipe a toujours prouvé avec les blessures et tout ce qui se passe pendant la saison, on arrive toujours à s'adapter. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Et je suis sûr qu'on trouvera des moyens à être à la fin la meilleure équipe. Merci beaucoup, Pascal. Bonne série. Merci. Bonjour, Serge. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce que l'équipe peut se permettre de construire sur leurs exploits de la saison ou est-ce qu'après 3 mois de pause, c'est difficile de garder le même momentum? Il faut recommencer un peu à neuf? Ah, je crois que ça serait un peu difficile de garder la même forme qu'on avait terminé la saison avant le COVID-19, mais je crois que mentalement, comme équipe, on est bien et après, ça va nous prendre au moins 2, 3, 4 matchs pour revenir comme avant, quoi. Et si je peux me permettre un suivi, évidemment, la reprise va se faire aussi dans un contexte social assez particulier. Pardon? Je pense que la reprise va se faire aussi dans un contexte social assez particulier avec la lutte des inégalités raciales qui a pris un peu l'avant-plan, heureusement, peut-on dire. Les joueurs vont pouvoir avoir un message à l'endos de leur chandail. Est-ce que vous avez déjà choisi ce qu'il va y avoir sur votre maillot? Pas encore, mais j'ai vu la liste, mais je vais décider, mais pas encore. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, je crois que c'est une très bonne idée parce que c'est le moment-là, on doit continuer à envoyer le message partout au monde. Et je crois que c'est le moment, surtout nous comme joueurs, c'est quand on joue, c'est là où on a tous les médias qui nous suivent, à la télé, à tout ça. Donc, ça serait vraiment un bon moment pour profiter en ça et envoyer le message. Merci beaucoup. Rien. And last question today is going to go to Mike from L'Express in Toronto. Bonjour Serge. D'abord, je voulais te dire bravo pour avoir animé cette période de quarantaine. C'était vraiment exceptionnel ce que tu as fait sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je voulais te demander, on a vu que tu as réussi à rester en bonne forme physique. Et maintenant que tu as repris un peu l'entraînement avec le ballon, à quel niveau tu penses être? Est-ce que tu es loin encore de ton meilleur niveau? Quelles sont tes sensations? Ouais, bon, je suis pas trop loin. Peut-être après le training camp et quelques 2 ou 3 matchs, je serai là, quoi.
Parfait. Dernière question. Qu'est-ce que tu penses du calendrier qui est sorti pour les Raptors? Vous avez le calendrier pratiquement le plus dur. Bon, écoute, de toute façon, pour gagner, tu dois battre les grandes équipes. Pour gagner, tu dois battre tout le monde, tu dois jouer contre tout le monde. Donc, de toute façon, pour nous, on est habitué à ça, quoi. On est habitué. C'est normal, on est habitué. Parfait. Merci, Serge. Merci beaucoup. Bonjour, Chris. Un grand plaisir de te retrouver. Tu as pratiquement répondu aux questions que je voulais te poser en anglais, mais je vais quand même les poser en français pour tous les francophones. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait pendant la coupure? Est-ce que tu as été capable un peu de t'entraîner? Un peu, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Le plus de choses que j'ai fait, c'est lift. Ils m'ont nous amené des poids haltères et un banc. Et puis ça m'a vraiment aidé parce que je pouvais lift à chaque jour. J'ai eu la chance de pratiquer sur des choses que je pouvais pas, comme j'ai dit, regarder les films, ça m'a aidé beaucoup, juste de voir les shots que je devais prendre et les choses que je devais prendre, les choses que j'aurais pu faire mieux. Comme si j'ai dit, il y a une chose que je sais qu'en regardant le film, je faisais pas assez, j'utilisais pas assez mon pump fake. Et puis, je pense que ça, c'est des choses comme ça qu'il faut que j'utilise beaucoup. Maintenant que le monde sache que je peux shooter, il fallait que je comprenne une façon de changer ma game et pas revenir le même joueur. Parfait. Et tu as dit aussi que tu as réussi à prendre du poids. C'est passé par quoi? Je pense que c'était ma nutrition. Comme j'ai dit, j'ai pris 15 livres et ça, c'est juste, comme j'ai dit, c'est juste du muscle. J'ai pas vu que c'était du gras. C'est plus que moi qui est devenu plus fort. J'ai fait attention à ce que je mangeais et bu. Et comme j'ai dit, j'ai regardé beaucoup de vidéos pour savoir ce que je devais faire pour devenir meilleur. D'accord, merci. Et pour finir, a priori, l'effectif va être au complet. Quel est ton état d'esprit du coup? Est-ce que tu envisages quand même de te battre pour avoir le plus de temps de jeu possible, j'imagine? En ce moment, on veut juste gagner. Comme je dis, c'est un nouveau format. On ne sait pas comment ça va se passer sans fans et puis avoir 8 games au début pour que le monde commence à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je pense que pour nous, on est juste focus à make sure les 17 personnes peuvent jouer. Parce que comme on dit, on ne sait pas qui peut être blessé, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis c'est un nouveau format. Alors, c'est ça qu'on focus en. Puis essayer de gagner un championnat parce qu'on sait qu'on doit le défendre cette année. Très bien. Merci beaucoup, Chris. Pas de problème. Lowry for three.